Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. Bonjour Juliette Briens. Bonjour Guillaume. Bonjour Cyril Attias. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Comme chaque samedi, nous allons tout vous dire de ce qui bosse sur les réseaux. Et cette semaine, on a une émission en fait très paillette, très people, un peu superficielle. Plus légère, dirons-nous. Plus légère, mais heureusement Cyril et moi, on est là pour que ça soit un peu quand même, un peu de tenue si vous voulez. Cyril qui est le fondateur, je rappelle, d'agence mediasociaux.com. On va donc vous parler d'un sujet qui est pas très drôle, c'est la nouvelle mode des machettes dans les cités en France. On va aussi vous parler d'Olivier Marchal qui règle ses comptes avec Mélenchon, de la dernière percée conceptuelle d'Émeric Caron, peut-être pas la dernière d'ailleurs. On traversera l'Atlantique pour se pencher aussi sur le premier procès People retransmis en direct par les réseaux qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. On restera aux USA pour comprendre comment la Cour suprême là-bas a relancé le débat sur l'avortement, un débat qui déchire la toile. Et on en parlera d'ailleurs avec une juriste qui est anti-avortement, on les entend rarement, et elle viendra défendre son point de vue dans Politique sous influence. Enfin, on va renouer avec notre série de portraits d'influenceurs et on va accueillir à ce micro le petit prince de la télé-réalité, l'homme au bain moussant, Jérém Star. On se demandera en sa compagnie pourquoi les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à rêver de devenir influenceuses à Dubaï. Voilà, c'est parti pour une heure de décryptage afin de vous éviter de rester sous influence des réseaux avec PSI. Alors on démarre avec ces buzz ces buzz de la semaine. Et les buzz de la semaine, ils commencent avec ces tranches d'images qui laissent à penser que dans nos cités, notamment à Marseille, ça ressemble un peu à Kigali, c'est ça ? Tout à fait, Guillaume. On assiste à des attaques à la machette. Vous avez bien entendu, à la machette, à Marseille, dans la cité. En tout cas, c'est la dernière tendance dans les cités marseillaises, plutôt dans la cité Calistée précisément, où des gangs nigériens se sont affrontés à coups de machette dans les cités et ensuite ont délogé des habitants en y mettant le feu pour récupérer les appartements et squatter les appartements. Donc on a à peu près 50 logements qui ont été squattés. Ah, c'est une méthode de squat assez virile. C'est assez violent finalement, c'est des scènes presque de guérilla. À la machette. On ironise, mais c'est vraiment effrayant pour les habitants. Et je pense que c'est assez choquant pour les habitants de se faire déloger et de voir des attaques à la machette qui sont quand même des armes et non pas des bâtons. Et que deviennent les habitants ? Alors ils sont relogés dans des gymnases. Je crois que la mairie a ouvert un gymnase qui n'est pas non plus une solution évidemment idéale, mais temporaire pour les reloger le temps de régler la situation s'ils y arrivent. On est dans le monde à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait il y a des clandestins qui arrivent avec des machettes et ils chassent des habitants qui souvent d'ailleurs eux-mêmes sont d'origine immigrée mais qui ont un statut légal en France et nous sommes obligés de reloger soit nos concitoyens, soit des gens qui ont le droit de rester en France avec nos impôts dans des gymnases, c'est bien ça ? On assiste vraiment à une prise de pouvoir peut-être de nouveaux clans, de nouvelles bandes. Ce sont donc des réfugiés qui viennent récupérer. Ces habitants. Bon. Ils viennent des réfugiés. Bon, on va suivre cette affaire de machette. Ça a quand même l'air assez effrayant. Olivier Marchal, lui, il n'a pas besoin de machette pour régler ses comptes. Non, il a été interviewé par Télé Loisirs sur son refus de participer à l'émission, vous savez, politique de Cyril Hanouna, Face à Baba. Et Olivier Marchal, donc ancien flic, réalisateur aussi, il a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait sans filtre de Jean-Luc Mélenchon. On écoute. Donc vous voulez instaurer un permis de voter. Non, alors petite erreur. Un petit bug. Oui, voilà. Tout à fait. Non, alors c'était de l'ordre de... Ils m'ont invité justement à l'émission politique là, face à Mélenchon. Et j'ai dit si j'y vais, je vais mettre une tarte dans la gueule. Donc c'est pas la peine. Non mais vrai, vous êtes sincère là. Ce que le mec dit sur les flics, c'est pas possible de dire ça. Moi je peux pas. Et j'ai vu l'émission et face à ce mec de la BAC qui était exceptionnel, ce flic là. D'ailleurs, j'aimerais bien le raconter. Je trouve qu'il a été d'une élégance et d'une dignité en face de ce connard qui est quand même un aboyeur. Et puis voilà, moi je peux pas. C'est-à-dire de toute façon, ce mec est laid, quoi. Il est laid à l'intérieur. C'est un usurpateur. C'est un espèce de tribun dangereux. Voilà, bon, c'est dit. C'est violent. Pas de réaction à ce jour de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'union à prévoir entre Olivier Marchal et la France Insoumise. Non, ça m'a l'air mal parti. Puis il y a vraiment un lien très fort entre la police et le réalisateur Olivier Marchal. Disons que l'union de la gauche, alors on aurait pu en parler, ça fait partie des buzz de la semaine, et puis on est vraiment très politique sur politique sous influence, mais on s'est dit qu'après des mois de présidentielle et avant d'entamer le marathon pré-législative, on allait quand même faire peut-être un peu une pause. On va pas directement parler d'union de la gauche, mais il y a l'un des
l'une des figures, disons, de cette union, qui est aussi une des prises de guerre médiatique de Jean-Luc Mélenchon, qui est une machine à buzzer à lui tout seul. J'ai nommé Aymeric Caron. Et lui, il manque jamais d'idées. C'est ça, Juliette? Il a une nouvelle percée conceptuelle. Oui. En tout cas, Aymeric Caron, lui, rejoint la grande union des gauches, qui a fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Et petit aparté, vous qui aimez les hashtags, Guillaume, les mots dièses, comme on dit. Le mot dièse du moment pour l'union de la gauche, à ne pas rater, c'est hashtag NUPES. Je pense qu'on dit comme ça. NUP. Voilà. NUP. Nouvelle Union populaire économique et sociale. Voilà, ça ne redescend pas des tendances en ce moment. Et donc Aymeric Caron annonce cette semaine que son mouvement d'écologie radicale, intitulé Le Rêve, Révolution écologique pour le vivant. Ah, c'est beau ça. Voilà, avait passé un accord avec l'Union populaire il y a quelques mois et qu'il était donc candidat aux législatives dans le 18e arrondissement de Paris. Eh bien, cette nouvelle, elle a fait ressurgir une ancienne vidéo de lui qui a fait énormément parler d'elle cette semaine. Proposition de permis de voter, en réalité, ça n'était jamais que, le constat que ce permis de voter, il existe déjà. Vous le savez. C'est-à-dire c'est la majorité. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Il est aujourd'hui à l'œuvre. Simplement, il y a un seul critère qui le détermine, c'est l'âge. Ce que je disais simplement, c'est que le critère était trop limitatif et qu'il faudrait un jour revoir ces critères. Bon, alors voilà, en fait, ça avait fait remonter une vidéo où Aymeric Caron aurait voulu instaurer un permis de voter. Ça laisse sans voix. Ça laisse sans voix. Et en fait, les gens ont ressorti cette vidéo de 2017 où il en parlait, mais en fait, pour être très honnête, c'était une sorte de mesure utopique qu'il avait mis dans son livre Utopia 21 à l'époque. Et il se défend que ce soit une mesure qu'il appliquera dans son programme législatif, évidemment. Mais voilà, vous savez que sur les réseaux sociaux, on n'oublie rien. Et c'est vrai que ce permis de voter laisse pantois. On a tous rêvé un jour empêcher les cons de voter, n'est-ce pas? Mais les cons des uns ne sont pas les cons des autres. Et vous donc, savez finalement, ce que disait le général de Gaulle, on lui disait mort aux cons, il répondait vaste programme. Donc il y aurait beaucoup à faire, mais... Voilà. Et donc c'est tout. C'est tout, oui, tout à fait, c'est tout. Il s'est défendu sur Sud Radio d'instaurer un permis de voter dans le 18e. Apparemment, ça ne sera pas le cas. Et vous me demandez même pas ce que j'en pense. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Un permis de voter. On va demander à Cyril. Qu'est-ce que vous en pensez de ce permis de voter? Non, c'est compliqué un permis de voter déjà. Il faut. Vous le garderiez, vous, le droit de vote? Il faut définir le critère. Moi, le droit de vote pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent voter. Déjà, ça serait pas mal parce qu'on a eu quand même des abstentions assez importantes. Oui, c'est même pas la peine de donner un permis. Il y a des gens qui se le retirent. Déjà que ceux qui ont le droit de voter aillent voter. Déjà, on serait pas mal. Ce que dit Aymeric Caron, en fait, c'est que le permis de voter existe déjà d'un côté, puisque on ne peut pas voter avant la majorité, avant les 18 ans. Oui, c'est vrai que le vote à 7 ans, ça serait une bonne idée. En tout cas, il y aura peut-être plus d'électeurs pour Monsieur Caron. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance, en fait, on va être sérieux un instant, il y a une tendance finalement à sortir de la démocratie. Je pense que la démocratie, comme quelque chose qui est incontestable et qui est un peu sacré d'ailleurs, qui a été conquis de haute lutte, et notamment par la Révolution française, voilà, certains sont prêts quasiment à le brader pour toutes sortes de raisons. D'abord, il y a une influence probablement de la Chine qu'on mesure pas très bien, mais parce que le permis de voter, il existe déjà en Chine. Si vous n'êtes pas membre du Parti communiste, si vous ne faites pas partie des 1% des Chinois qui sont membres du Parti communiste, vous n'avez absolument pas le droit de vote, soyons clairs. Et puis, en Europe, il y a cette tentation. Les marchés vont apprendre aux gens à bien voter. Vraiment, écoutez cette phrase, les marchés vont apprendre aux gens à bien voter. Donc le fantasme de M. Caron, il y a déjà un commissaire européen, Gunther Oettinger, qui l'a exprimé. Et je pense que les réseaux sociaux, finalement, sont au cœur de cette espèce d'autisme démocratique où, finalement, on considère que ceux qui ne pensent pas comme vous n'ont plus le droit de vote. C'est un peu ça l'idée. Et je pense que ça nous entraînerait trop loin, mais ça a probablement un lien avec les algorithmes, la bulle de filtration et la montée disons, de l'extrémisme. Voilà. Est-ce qu'il faut un permis de juger aux États-Unis? Un permis de juger pour Amber Heard et Johnny Depp? Non, alors vraiment, cette semaine, c'était le moment que tout le monde attendait. C'est Amber Heard, l'ex-femme de Johnny Depp. Vous nous le refaites? Amber Heard. Oh, real. Elle a enfin pris la parole dans le cadre de son procès pour diffamation. Alors, quand je dis que tout le monde l'attendait, je parle surtout de moi, puisque je suis vraiment ce procès. C'est un sujet sur mesure. Mais également des centaines de milliers d'internautes. Ils suivent le procès tous les jours en direct sur YouTube. Alors, ça a beaucoup de succès, ça.
Mais énormément. C'est des centaines de milliers de gens qui suivent le procès. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement raté. Mais le procès donc, des deux stars est bien retransmis en direct sur YouTube tous les jours de 16h à minuit. Et pour nous, Français, ça paraît totalement fou, surtout vu le niveau de déballage incroyable de ce procès. Tout est décortiqué, l'histoire d'amour, de passion destructrice, les consommations de drogue et d'alcool hallucinantes des deux parties, les engueulades à répétition, les trahisons, le mobilier cassé, les accusations de viol, de violence. Enfin bon, je dois dire, c'est assez troublant. Rien n'est caché au grand public. On rentre vraiment dans des détails épouvantables. Les seules personnes qui restent anonymes, ce sont les jurés. Mais ce qui est intéressant ici, Guillaume, c'est que même si le procès est loin d'être terminé, on a déjà au moins un gagnant et un perdant. Et c'est celui de l'opinion publique, qui est désormais secret, il faut bien le dire, en direct sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous dites, c'est que les réseaux jugent finalement à la place des juges. Complètement, tout à fait. Johnny Depp a clairement réussi à mettre les internautes de son côté, qui n'en finissent plus de commenter le procès, qui n'ont pas assez de mots assez durs pour Amber Heard. Et elle passe pour une manipulatrice, elle passe pour une mauvaise comédienne, au mieux une sorte de sociopathe qui avait tout prévu depuis 10 ans au pire. Vox Populi, Vox Dei. Voilà, vous savez Guillaume, ça donne un peu le sentiment, les internautes comparent Amber Heard à la fille de Gone Girl, le film de David Fincher, qui organise justement, qui tend un piège à son mari. Donc c'est assez effrayant. Mais évidemment, seul le jury saura juger des faits et des preuves pour atteindre un verdict final, qui sera lui aussi d'ailleurs retransmis en direct live sur les réseaux sociaux. Donc on n'a pas fini d'en entendre parler. Je rappelle qu'aux États-Unis, les juges sont élus, d'une part, et d'autre part, effectivement, il y a un jury populaire. Donc il y aura une double, finalement, un double verdict de l'opinion publique. Est-ce qu'on peut imaginer en France, comme ça, des procès filmés et retransmis comme... Il y a des exactement comme ça. Pour des procès historiques, oui. Alors soit ils ont été filmés et retransmis, ça a été le cas pour le procès de Klaus Barbie, le tortionnaire nazi, notamment d'un grand résistant, Jean Moulin, enfin le tortionnaire de Jean Moulin à Lyon. Il avait été le boucher de Lyon, on le surnommait le boucher de Lyon, et pour des raisons, on va dire, de pédagogie historique, le procès a été retransmis en direct à la télévision. Je m'en souviens, j'étais gamin. Et ensuite, il y a eu le procès actuellement là des attentats. Il est filmé, mais il est filmé pour des raisons d'archivage en fait. On pourra y accéder plus tard. On peut pas y accéder en direct. Non, il y a l'idée quand même que, et c'est bien ce qu'on voit dans cette affaire Amber Heard, Johnny Depp, qui a toute une mécanique de la justice et que les jurys d'un côté, les juges de l'autre doivent quand même trancher en leur âme et conscience, et que là, manifestement, vous l'illustrez parfaitement, il y a une pression de l'opinion publique à travers des réseaux. Enfin, les réseaux changent la donne, en fait, exercent une influence. Ce qui est intéressant dans cette affaire aussi, je crois, c'est que ça a commencé comme une revendication assez classique dans la suite, si vous voulez, de cette espèce de revanche de femmes qui ont été battues, humiliées, etc., et de ces libérations de la parole, puisqu'Amber Heard a pris la parole dans le Washington Post. Elle a fait une tribune, donc c'est quand même un grand journal, un des grands journaux, un des grands quotidiens américains, et elle s'est plainte de son ancien conjoint, alors tout le monde savait qui c'était, mais elle ne l'a pas nommé. Elle a dit la figure publique représentant les violences conjugales. Oui, parce que la question qui se pose dans ce procès, c'est Johnny Depp a-t-il, en gros, qu'a perdu Johnny Depp à cause de cet article? Voilà. Exactement. Et alors lui, sans qu'elle l'ait nommé, elle l'a mise en cause, et lui, il a réclamé 50 millions de dollars. Et elle a riposté en disant, si tu me demandes 50 millions de dollars, moi je te demande 100 millions de dollars. Ah, l'Amérique. Et c'était parti. Et là, il y a un incroyable déballage, et ce qui est fou, me semble-t-il, c'est qu'on a une télé-réalité qui est en même temps une série Netflix, et le tout est réel avec des people. Donc on a le sang, on a le sexe, on a le suspense, enfin tout y est, plus la fascination. Et les réseaux sociaux qui jouent leur rôle. Bon, on avance. Évidemment, est-ce que ça peut ouvrir une boîte? Alors, pardon, on va rester aux États-Unis, dans la deuxième plus grande démocratie du monde. Donc ce droit à l'avortement pourrait être remis en cause comme grande liberté acquise. Est-ce que cela peut ouvrir une boîte de Pandore ce côté-ci de l'Atlantique et relancer ce débat existentiel sur l'avortement? On va en parler avec notre invitée Olivia Sarton, qui est directrice scientifique de l'association Juristes pour l'enfance. À tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens.
Voilà, alors cette affaire d'avortement aux États-Unis avec la Cour suprême qui pourrait exactement revenir sur ce qui a été consacré comme une liberté fondamentale pour les femmes américaines en 1973. On va en parler avec Olivia Sarton, qui est juriste. Elle est aussi directrice scientifique de l'association Juristes pour l'enfance, une association qui défend les droits des enfants et intervient sur de nombreux sujets sociétaux, plutôt dans une optique assez conservatrice. Bonjour Olivia Sarton, pardon. Bonjour Guillaume, bonjour Juliette. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue. Alors, que s'est-il passé aux États-Unis pour que le célèbre arrêt Roe versus Wade de 73, qui garantissait le droit à l'avortement, puisse être potentiellement remis en cause ? Alors cet arrêt, il ne garantit pas vraiment le droit à l'avortement. En fait, il interdit aux États fédérés d'adopter des législations qui interdisent à une femme d'avorter jusqu'au seuil de viabilité de l'enfant, c'est-à-dire environ 24 semaines. C'est-à-dire qu'aucun État ne peut prendre une législation qui restreigne la possibilité pour une femme d'avorter jusqu'à 24 semaines de grossesse aujourd'hui. 24 semaines, on va rappeler qu'en France, chez nous, c'est jusqu'à 14. 14 semaines, et vous vous souvenez que lors du débat qui a allongé ce délai de 12 à 14 semaines, il y a eu une vive opposition de la part du président Macron d'abord, et puis ensuite notamment du professeur Israël Nizan, qui était l'ancien président du syndicat des gynécologues obstétriciens, puisqu'il a expliqué qu'entre 12 et 14 semaines, on avait une vraie différence qui était un danger accru pour la femme au niveau des risques physiques et psychiques, et puis un acte extrêmement difficile pour les médecins, puisque les os du crâne de l'embryon du fœtus étant ossifiés, il faut, pour mettre fin à la grossesse, écraser les os de ce crâne. Donc on sait que de 12 à 14 semaines déjà, ça a été une décision difficile à prendre, et les médecins y sont opposés. Et donc, on imagine jusqu'à 24 semaines, on parle d'un enfant qui est vraiment au seuil de viabilité. Alors, pardon, mais pas tous, Madame Sarton, parce que de 12 à 14 semaines, il y avait aussi, je me souviens, cet argument scientifique et médical qui était de pouvoir déceler certaines malformations, certaines anomalies, qu'on ne pouvait détecter qu'à partir de la 12e semaine. Parce que ça pose la question de savoir si on doit éliminer tous les enfants qui potentiellement sont porteurs d'un handicap ou pas. Mais c'est une question un peu différente. Enfin, d'un handicap très grave, oui. D'un handicap qui peut être grave ou très grave, tout dépend du curseur que l'on met. Mais en tout cas, c'est une question qui est un peu différente, parce que là, la question qui est donc posée, qui est donc reposée par les juges de la Cour suprême, c'est non pas d'interdire en soi l'avortement, mais de redonner à chaque État fédéral la possibilité de légiférer sur le délai jusqu'où avorter ou pas pour les femmes. Alors vous avez raison, ça s'est présenté sous un angle. Vous avez raison, c'est présenté sous un angle démocratique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait une impossibilité pour les États, à l'intérieur des États, de voter contre et d'adopter des législations beaucoup plus restrictives, parce que c'était une garantie constitutionnelle. Et donc là, vous mettez en avant l'argument démocratique. Vous dites que c'est plus démocratique de laisser les gens des différents États américains en décider. C'est-à-dire que l'avortement n'est pas inscrit dans la Constitution des États-Unis. Il a été tiré de l'argument du respect de la vie privée de la femme. Et là, ce qui est décidé, enfin, ce qui pourrait être décidé par la Cour, parce que je rappelle que c'est qu'un projet qui a fuité, que la décision définitive ne sera prise qu'à la fin du mois de juin, ça serait de donner à chaque État la possibilité de consulter ses citoyens et de légiférer sur ce domaine. La Cour a été saisie par l'État du Mississippi, qui voudrait adopter une législation limitant la possibilité d'avorter à 15 semaines de grossesse, c'est-à-dire déjà une semaine de plus que le délai actuel en France. Donc, ce n'est pas une remise en cause en soi de l'avortement, mais c'est redonner à chaque État la possibilité de légiférer. Et dans ce cadre-là, les Américains, et vous voyez que ça a été c'est très débattu et qu'il y a un appel à manifestation le 14 mai, les Américains sont inquiets du fait qu'il soit possible de remettre en cause la possibilité d'avorter aux États-Unis. Alors, et même pour certains États, ça va même plus loin. On a quand même la Louisiane qui réfléchit à considérer l'avortement comme un homicide, ce qui pourrait mettre en cause donc, la patiente et la faire se retrouver au tribunal pour homicide. La mettre sous les barreaux. Oui, alors déjà, il ne faut pas anticiper sur des lois qui ne sont pas encore adoptées, et je pense que personne aujourd'hui n'a l'idée d'incriminer une femme qui met fin à une grossesse, parce qu'on sait très bien que les femmes qui mettent fin à une grossesse
l'essentiel d'entre eux d'entre elles considèrent qu'elles n'ont pas le choix et que si elles mettent un terme à leur grossesse, c'est parce qu'elles n'ont pas les conditions qui leur permettent de la mener à bien et de donner naissance à un enfant. Donc je pense que la réalité, c'est que personne ne songe à emprisonner une femme en Louisiane, apparemment, c'est le cas même. Dans lesquelles elle est contrainte de mettre un terme à cette grossesse. Donc la question que vous posiez, c'est de savoir si on pourra avoir le même... Bon, je veux d'abord rappeler la législation en France, parce que ce qui est un droit en France, c'est le droit à la vie. Il n'y a pas de droit à l'avortement, ni en France, ni au niveau européen. Le Code de la santé publique, qui reprend le Code civil, il pose comme principe le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et la possibilité de mettre fin à la grossesse. Ce n'est qu'une mesure d'exception à ce principe qui a été autorisée dans le Code de la santé publique, mais en cas de nécessité, c'est inscrit dans le Code, les conditions encadrées. Ça avait été d'ailleurs bien l'économie du projet, et lorsque Simone Veil, c'est une phrase qu'on connaît, mais lorsqu'elle avait défendu le projet à l'Assemblée nationale, elle l'avait dit, elle le redisait, je le dis avec toute ma conviction, c'est sa citation, l'avortement doit rester l'exception. Donc c'est vraiment une mesure d'exception au principe qui est celui du droit à la vie, et c'est pareil au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle considère que le droit au respect de la vie privée ne confère pas un droit à l'avortement, c'est toujours une mesure d'exception. Aujourd'hui, je trouve que la décision que pourrait prendre la Cour suprême, elle ne remet pas en réalité l'avortement sur la place publique et dans le débat, parce que l'interruption de grossesse, c'est quelque chose, vous le savez, qui fait toujours l'objet de nombreux débats et positions très clivées. On le voit bien. On avait l'impression que c'était plutôt acquis, finalement, pas tant que ça. Je pense que c'est un débat qui est quand même autorisé, même si en France, j'ai pas l'impression qu'on soit dans le même clivage qu'aux États-Unis en ce moment. On n'est pas dans le même clivage, mais c'est vrai que c'est une question qui reste toujours sur le devant de la scène. C'est une question qui est jamais réglée, parce qu'en fait, un avortement, c'est pas jamais un acte banal ou anodin. C'est très souvent un drame. D'ailleurs, Simone Veil elle-même, elle le disait. Bien sûr, vous avez raison de le rappeler, c'est un moindre mal, l'avortement. Et vous avez raison, je pense que c'est assez intéressant de ne pas le présenter comme un droit ou comme une sorte de revendication. Finalement, quand on avorte, quand les femmes avortent, c'est qu'elles n'ont pas tellement le choix. En tout cas, merci. Je rappelle que vous êtes directrice scientifique de Juristes pour l'enfance et vous avez publié plusieurs livres. PMA, ce qu'on ne vous dit pas, chez Artege. Et vous avez un livre à paraître. Non, PMA, ce qu'on ne vous dit pas. Ce qu'on ne vous dit pas, chez Teki, et vous allez bientôt publier un autre ouvrage, un ouvrage collectif qui, lui, va sortir chez Artege, n'est-ce pas? Tout à fait, chez Artege, sur le questionnement de genre chez les enfants et les adolescents. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous. On va revenir à un sujet plus léger, encore que c'est un sujet de société qui peut aussi provoquer quelques inquiétudes, mais qui fascine. C'est le sujet du monde des influenceurs. Pour en parler, on a le plaisir de recevoir une vraie star, l'homme qui a rendu sa baignoire aussi célèbre que lui, Jérém Star. Restez avec nous pour tout savoir sur le petit prince de la télé-réalité et l'homme aux 2 millions de followers. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Voilà, nous sommes de retour sur politique sous influence et une petite précision qui est très très importante. Bien sûr, l'avortement est un droit en France qui est garanti par la loi. C'était un droit au sens de revendication tout à l'heure dont parlait Madame Sarton. Fermons cette parenthèse sur l'avortement, mais c'était important de rappeler que c'est un droit et on est ravis de recevoir Jérém Star. Alors votre vrai nom c'est Jérémy Gisclon, vous préférez Jérémy, vous préférez Jérém Star, vous préférez Star tout court, qu'est-ce qui vous fait Monsieur plaisir? Star. Oh bah peu importe, il y a que ma mère qui m'appelle Jérémy, mais en général on m'appelle Jérém, mais dans une émission politique appelons-moi Jérémy. Entendu Jérémy, entendu, bien reçu 5 sur 5. Vous êtes vidéaste, intervieweur, humoriste, chroniqueur de télévision, ancien blogueur, spécialiste de télé-réalité, enfin on a vraiment, il y a beaucoup de qualificatifs et on va essayer de comprendre avec vous ce monde assez déroutant, magique d'un certain côté, très très attirant et en même temps assez déroutant des influenceurs et notamment de ce qui se passe du côté de Dubaï. Mais avant cela, on va faire connaissance avec vous. Et le boomer que je suis, je dois vous avouer, ne vous connaissez pas. Alors, comment on devient Jérém Star ? Alors Jérém Star, c'est avant tout un enfant des réseaux sociaux. Moi, j'ai grandi. Enfin, j'ai même eu une période de ma vie où il n'y avait pas Internet. En tout cas, quand Internet est arrivé, j'ai tout de suite compris. Voilà. Vous êtes si vieux que ça ?
Bah, la trentaine quand même. Ah, d'accord. Vous les faites pas. Heureusement. J'ai tout de suite compris voilà, qu'il y avait quelque chose à faire avec les réseaux sociaux. Et puis effectivement, bah, j'ai été dans les premiers finalement à en générer un business et à comprendre qu'avec le trafic que ça générait, je pouvais faire de ce média-là, Internet, mon média pour me faire connaître. Donc voilà, je suis né voilà, avec les réseaux sociaux et j'ai réussi, on va dire, à tirer mon épingle. Mais ça a commencé avec une photo, cette histoire. Une photo? Ah oui, avec Paris Hilton, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, on m'a trompé. Il a fait son travail. Ouais, je sais plus trop de quoi ça a commencé. On va dire qu'à une certaine période dans ma chambre d'adolescence, ça a commencé un petit peu avec tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi, j'ai l'impression. Non. J'avais envie d'être célèbre à tout prix. Voilà, j'étais. Et pourquoi d'ailleurs? Tout simplement parce que j'ai été nourri au grain à la télé-réalité quand j'étais petit et que je ne comprenais pas pourquoi des gens. Vous êtes tombé dedans comme Obélix dans la télé-réalité. Voilà, je comprenais pas pourquoi des gens enfermés dans une villa devenaient célèbres alors qu'ils ne m'avaient pas forcément l'air plus intelligents que moi, quoi. Donc c'est quoi à l'époque? C'était le Loft, non? C'était ça? C'était Love Story, Secret Story, Star Academy. Même génération que moi. Et ça vous a, il y a un côté fascinant là-dedans parce que finalement vous vous êtes dit c'était j'ai envie d'être comme eux, ou comment ça marche ce truc? Alors oui, il y avait ce désir de me dire non mais enfin je voyais voilà, sans vouloir être méchant, des gens pas forcément très développés intellectuellement devenir des vrais stars, et je me disais mais enfin j'ai quand même l'impression de savoir faire plus de choses. Mais écoutez, vous me rassurez. Vous me rassurez en disant ça, parce que moi je voyais ma grand-mère qui est une vieille dame de 90 ans qui regardait par la fenêtre des gens passer, et elle regardait des gens passer pendant des heures. Je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Et alors la télé-réalité pour moi c'était le même truc. Je dis, mais on les connaît pas ces gens-là, ils se font du café, ils se brossent les dents, c'est pas très intéressant quand même. Non c'est sûr, mais c'était voilà, moi je me rappelle quand j'étais petit c'était fascinant, c'était des rats de laboratoire qu'on observait, il y avait un côté très fascinant, et puis surtout ce qui était très intéressant c'est de voir l'impact que ça avait sur la société, sur les jeunes. Comment vous l'expliquez vous cet impact? Les gens ont besoin, et puis encore aujourd'hui, les gens ont besoin de se rassurer, de se dire qu'il y a pire que leur vie ailleurs. Les gens ont besoin d'avoir ce côté un petit peu voyeur. Et puis, les gens ont aussi besoin d'une... Se comparer, c'est se consoler, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et puis se rassurer qu'il y a pire ailleurs, que leur vie, peut-être est pas si merdique que ça, qu'ils sont pas si bêtes, qu'ils sont pas. Enfin, il y a plein de raisons différentes. En même temps, ils rêvent devant Alors, c'est la ça, télé-réalité. on est dans un véritable paradoxe, parce que si on s'arrête un instant sur ce mécanisme qui est intéressant, je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose de vrai. Se comparer, c'est se consoler. Ils sont plus bêtes que moi, ils sont plus débiles que moi, ils sont plus, etc. Ils se brossent moins bien les dents que moi, et en même temps, ils font rêver. C'est le côté paillettes, c'est le côté gloire, luxe et volupté. C'est ça, moi ça me faisait rêver. Je me disais non mais enfin attendez, si devenir célèbre et gagner de l'argent, pour ça il suffit juste d'être enfermé, d'être filmé en train de faire des choses élémentaires. Alors moi je vais essayer de faire encore mieux que ça, et je vais développer quelque chose avec tout ce réseau et ce milieu. Mais vous finalement on vous a jamais demandé de faire de la télé-réalité? Alors si, on m'a proposé à plusieurs reprises. Alors moi au tout départ j'en rêvais quand j'étais gosse, et puis c'est vrai qu'après en grandissant je me suis finalement inscrit comme un dénonciateur de la télé-réalité, et j'ai commencé donc à balancer. Un dénonciateur. Voilà, le corbeau quoi. Exactement, sur tout l'envers du décor, la drogue, les coucheries, les réseaux de prostitution. Tout ce qu'on ne voit pas donc à la télé. Le petit Grégory, c'est vous en fait, vous pouvez le dire maintenant. Non, j'étais pas né quand même, je crois. Si peut-être, je sais plus. Et pourquoi ça a basculé? Pourquoi de la fascination vous êtes passé à l'envers du décor? Je suis passé en fait de la fascination à l'envers du décor parce que forcément j'ai commencé à fréquenter des gens de ce milieu. J'ai commencé à voir tous les ragots et à assister à tout l'envers du décor, et je me suis dit non, je vaux mieux que ça, je ne peux pas intégrer un milieu aussi pourri. Donc voilà, j'ai surtout très rapidement voulu orienter les jeunes qui me suivent vers quelque chose de plus sain et leur expliquer qu'il ne fallait pas faire de télé-réalité, qu'il fallait poursuivre ses études parce que ce monde était vraiment horrible. Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de relation amicale avec ces stars de la télé-réalité? Parce que vous les critiquez, vous faites de la prévention, mais vous attachez aussi à ces personnages. Oui, on sent une fascination-répulsion quand même chez vous. Alors c'est très compliqué parce que de toute façon pendant des années, maintenant je me suis un peu éloigné de ce secteur-là, mais pendant des années les candidats de télé-réalité ont été des collègues de travail. Donc comme dans tout milieu professionnel évidemment, il y en a avec au bureau dans votre baignoire, vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y en a avec qui j'ai noué des liens, mais c'est vrai que je passais, on va dire, autant de temps à dénoncer qu'à aussi consoler certains, mais j'ai très rapidement eu aussi un rôle de grand frère et de personne qui aidait certains complètement broyés et aspirés par ce système. Alors, justement, ce système peut broyer des gens. Comment vous l'expliquez? Est-ce qu'il y a une responsabilité de la part des boîtes de production, celles qui produisent ces émissions de télé-réalité? Est-ce qu'il y a un manque d'accompagnement psychologique pendant et après ces Est-ce que les boîtes de production traitent mieux les acteurs de télé-réalité que certains dans l'industrie agroalimentaire?
C'est un peu violent, hein, pardon, mais... C'est compliqué parce que qui est responsable de la descente aux enfers de certains, de pratiques déviantes. Enfin, voilà, il y a tellement de sujets. Effectivement, le suivi psychologique n'est pas assuré suffisamment. On l'a bien vu, il y a eu des suicides, il y a des gens qui ont mal tourné. Voilà, hein, le cas le plus flagrant est sans doute Loana, hein, de toute façon. Que Guillaume connaît d'ailleurs, n'est-ce pas Loana, quand même. Pas intimement. Ça vous dit quelque chose? Je crois qu'ils ont été ensemble dans une piscine, mais bon. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que... Elle s'en est pas plainte d'ailleurs. La piscine. C'est compliqué parce que en fait voilà, les productions sont là avant tout pour faire du business et en fait rien à foutre de l'état psychologique des candidats du moment qu'on les utilise, qu'on les instrumentalise à l'écran. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Ah bah oui, enfin moi vous savez, c'est un autre sujet, mais j'ai toujours eu une vision de la femme à cause de la télé-réalité très misogyne, parce que la femme passe toujours dans ce genre de programme comme faut bien le dire, la salope, et le mec pour un étalon, un warrior, tout ça. Et moi j'ai toujours été habitué, de par ce que je voyais dans les programmes de télé-réalité, de qualifier les femmes de morues, de poufs, de filles, de petites vertus, parce qu'en fait, les programmes nous les montraient comme des produits qui venaient pour se taper plusieurs mecs. D'ailleurs, certaines candidates avaient des postes, je sais pas si c'est du proxénétisme, en tout cas, se prostituer à l'écran en échange d'argent, c'est un petit peu ce que certaines faisaient, parce que je me souviens de certains producteurs qui me disaient, tiens, le programme patine, on va faire venir telle candidate dans 15 jours, parce qu'on sait qu'elle va se foutre en couple et qu'elle va se taper 2-3 mecs. Je voudrais m'arrêter un instant sur ce phénomène. D'abord, est-ce qu'il y a un côté poule et œuf, mais est-ce que finalement, ça attire pas des gens un peu border, des gens un peu fragiles, qui recherchent absolument à tout prix la lumière, qui sont hyper narcissiques, et donc c'est normal qu'il y ait plus de casse psychologique après? Ou c'est le mécanisme lui-même qui fragilise les gens? Je pense que voilà, forcément, tous les candidats qu'on voit sont des gens de ma génération, des gens qui ont grandi avec la télé-réalité, qui ont, je pense, voulu y accéder aussi. Donc chacun sa génération. Avant c'était Hélène et les garçons. On est passé de Johanna à Loana. C'est objection, votre honneur. Objection, parce que vous avez raison de dire que c'est un changement générationnel. Mais la différence entre une fiction et une télé-réalité, c'est que la fiction, c'est de la fiction. Là, on a vraiment l'impression que c'est la réalité. Or, si je vous suis, vous avez quand même une sorte de la femme à barbe, l'homme à 3 têtes, etc. Enfin, un côté cracheur de feu, des gens assez, on va dire, assez exubérants, assez incroyables qu'on montre. Et on dit à une génération, à la vôtre, et à ceux qui sont en dessous, c'est la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce n'est pas la réalité finalement. Et donc ça transforme la réalité. Les gens se disent, finalement, ce qui est complètement incroyable, ça devient normal. Ouais, enfin... Vous n'êtes pas d'accord? Alors peut-être que, on va dire les personnes adultes, tout ça, pensent que c'est de la réalité parce que sont très détachés de la télé-réalité, j'en sais rien. En tout cas, moi, ma génération, quand on était ado, tout ça, et puis de par aussi mes interventions, tout le monde a compris, en tout cas ma tranche d'âge, que c'était faux et que c'était scénarisé. Et on le sait d'ailleurs. C'est totalement scénarisé. Il y a rien de spontané dans les engueulades, donc dans les histoires d'amour. Donc il y a un recul quand même. Il y a un énorme recul. Oui, non, mais il y a du spontané, évidemment, ça dépend de quel candidat, mais on a affaire de plus en plus à des candidats, dont c'est devenu le métier, qui orchestrent leur couple, leur stratégie avant d'intégrer un programme, parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui participent à ces programmes ont tous les codes. Donc, on n'est pas du tout dans la télé-réalité, on est dans de la télé scénarisée, de la télé manipulée. Il y a une fictionnisation de la télé-réalité. Quand même, oui, bien sûr. Je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est un casting, et donc les producteurs vont choisir des personas qui vont correspondre à des déviances, à des comportements, qui vont faire le succès du programme. Et même maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que les boîtes de prod signent dès le départ du casting des contrats pour ensuite les gérer sur les réseaux sociaux après opération, après passage télé. Il y a des boîtes de prod télé maintenant qui investissent dans des sociétés d'influenceurs, qui rachètent des sociétés de gestion d'influenceurs pour ensuite travailler avec eux sur les réseaux, et ils vont presque plus gagner d'argent sur les réseaux avec eux qu'en télé. Ouais, tout est relié, ouais. Est-ce que vous avez déjà été contacté par des politiques? Oui, à plusieurs reprises. Vous avez dit oui, vous avez dit non Non, j'ai dit non, parce que c'est pas mon rôle de m'exprimer sur tout ce qui est politique. Je suis pas assez légitime. Vous pouvez balancer un peu Mais j'ai été démarché. Vous n'êtes pas devenu ministre, par exemple, sous Macron, c'est étonnant. Non, mais j'ai été démarché par divers partis politiques ces dernières années. Tout le monde a essayé un petit peu de me racoler. Des noms. Non, il n'y a pas besoin de noms, mais en tout cas... Des noms. Pendant longtemps, j'ai été en tout cas très proche de Raquel Garrido, qui régulièrement prenait la parole. J'ai été chroniqueur avec elle chez Ardisson, donc régulièrement dans... Elle a commencé dans la télé-réalité ou pas, Raquel? Non, mais en tout cas... Elle y est restée, en tout cas.
pendant longtemps, on rigolait bien parce que c'est vrai que c'était des mélanges de monde et moi, je prenais souvent la parole avec elle. Elle m'expliquait ce qu'était la France insoumise. Moi, j'y connaissais rien à l'époque. Je me suis jamais vraiment intéressé à la politique. Donc, on va dire qu'il y avait des temps de parole pour la France insoumise sur mon Snapchat. Il faut dire qu'ils sont très forts sur les réseaux. Ils sont très forts. La France insoumise sur les réseaux. Ils sont très bons. Et Marlène Schiappa, par exemple, c'est quand même une grande égérie aussi. C'est une figure. Elle a fait venir des influenceuses. Et je crois que vous l'aimez bien, non ? Alors moi j'ai rencontré Marlène Schiappa sur la problématique du revenge porn il y a quelques années. J'avais fait un reportage dans ses bureaux, donc oui effectivement je l'ai déjà rencontré. Voilà. Maintenant je rencontre les politiques quand il y a des sujets que je traite, sur tout ce qui est harcèlement, voilà, revenge porn, tout ça. Mais après voilà, je suis pas rattaché à qui que ce soit. Mais oui, j'ai souvent été confronté à des politiques. Là je suis actuellement en contact avec le cabinet effectivement d'Emmanuel Macron pour la problématique du cyberharcèlement. J'ai reçu une lettre de Brigitte Macron il y a quelques années pour me soutenir dans votre baignoire ou dans la lutte du... Non, je pense pas. Mais en tout cas, elle m'avait soutenu dans la lutte du cyberharcèlement. Et le président, non, je ne pense pas. En tout cas, il n'y a plus de baignoire aujourd'hui. Donc, on va réfléchir à un nouveau concept. Donc vous accordez beaucoup de temps finalement à la prévention pour les jeunes, pour les sujets qu'on a abordés précédemment, puisque ça a un énorme impact sur eux. Ils confondent réalité et virtuel. Et donc vous avez pris vous avez choisi ce combat de prévention sur vos réseaux. Oui, j'ai toujours voulu faire de la prévention, comme je vous disais, en expliquant aux jeunes que la vraie vie c'était pas la télé-réalité, qu'il fallait un vrai métier, un vrai talent. Et puis évidemment, je suis très investi aujourd'hui dans la lutte contre le harcèlement sur les réseaux sociaux parce que ça part très loin. Oui, on va parler de ça. Et je pense que vous avez, ça s'entend, vous avez vraiment un énorme recul par rapport à toute cette machinerie et toute cette société du spectacle. Pour vous, vous êtes aussi un citoyen. McFly et Carlito, la démarche du président de la République, ça vous parlait, ça vous paraissait légitime, malin, ou pour vous ça allait trop loin? Non, mais je trouve ça bien. Il était temps qu'il y ait des politiques qui vivent avec le monde actuel, les réseaux sociaux, tout ça. Donc on a vu qu'effectivement le gouvernement actuel a vraiment fait appel à de nombreux influenceurs. Gabriel Attal d'ailleurs est abonné à moi, me parle régulièrement, est abonné à pas mal d'influenceurs. C'est vrai que quand on voit tout ça, ça peut surprendre. Mais enfin voilà, aujourd'hui il faut pas oublier que les influenceurs, les personnes qui sont suivies par des jeunes ont un droit de parole, ont une vraie visibilité et sont porteurs de messages. Alors il y a des dérives, mais il y a aussi des vrais messages qu'on peut transmettre. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment le seul moyen de s'adresser aux jeunes aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un petit peu dégradant pour les jeunes de se dire finalement la seule façon dont on peut leur parler c'est à travers McFly et Carlito? Bah ouais, mais on est obligé de s'adapter parce que les jeunes aujourd'hui ne consomment quasiment plus les médias traditionnels et sont H24 malheureusement arrivés sur les écrans, sur tout ce qui est téléphone, ordinateur, tout ça. Et puis je pense que les jeunes ont besoin aussi de vulgarisation politique parce qu'on est dans un monde où les jeunes, force est de constater, s'intéressent beaucoup plus aux clashs et aux histoires de sexe dans les Marseillais et les programmes de télé-réalité que dans les problématiques de leur pays et de leur société. Donc finalement vous avez une vision assez dure des jeunes aujourd'hui. Parce que c'est mon cas. Moi, vous savez, j'ai été pendant longtemps dans un autre monde. Vous en êtes revenu là apparemment. Oui, mais j'étais dans ma baignoire moi pendant des années. Et quand j'ai par exemple intégré l'émission... Vous n'êtes pas trop ramolli apparemment. Non, mais vous voyez, quand j'ai intégré l'émission de Thierry Ardisson, j'ai enfin découvert les vraies problématiques du monde dans lequel je vis. C'est là que je me suis rendu compte, putain, c'est dingue. Et des choses. Ma génération, je pense, on est beaucoup finalement à avoir été abreuvé à la télé-réalité et à être passé finalement à côté de vrais sujets essentiels. Grâce à vous, on pourrait faire même une thèse sur le rôle de la baignoire dans l'histoire de France, de Marat, en passant par... C'est plus joyeux que Marat, là, quand même. Bon, jusqu'à vous. C'est un monde glamour, c'est un monde de paillettes, on le disait, de luxe, mais il y a aussi un envers du décor. Et avec vous, justement, on va voir pourquoi les jeunes filles rêvent de Dubaï. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Vous nous répondez, Jérém Star, juste après sur Sud Radio. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Voilà, nous sommes de retour dans ce monde fascinant, un bizarroïde aussi, parfois un peu ragoûtant, de l'influence sage, je sais pas comment on peut dire, des influenceurs, des influenceuses, et notamment de ce qui se passe du côté de Dubaï. Mais avant ça, Jérém Star, j'avais envie que vous nous expliquiez un peu, vous faites une sorte de typologie des réseaux sociaux, TikTok, Insta, Snapchat. Alors on connaît Facebook, Twitter, ça c'est très connu, mais TikTok, Insta, Snapchat, pardon. Est-ce qu'il y a
un usage particulier, une cible particulière pour ces réseaux-là? Alors oui, les réseaux sociaux qui s'adressent vraiment aux plus jeunes, voilà, c'est TikTok et Snapchat. À partir de 13 ans jusqu'à 17, on va dire les pré-ados vont énormément sur ces réseaux. TikTok, qui était encore il y a 2 ans un réseau social complètement inconnu, qui a explosé avec le confinement et qui cible vraiment une tranche d'âge très jeune. Mais bon, après voilà, il n'y a pas de règles, tout le monde a... Ça rend le même service ou pas, ces réseaux? Non, TikTok, c'est essentiellement de la vidéo de la vidéo très rapide. Snapchat, c'est de l'éphémère. Et puis Instagram, on va être beaucoup plus sur une tranche d'âge, voilà, jusqu'à 30, 40, 50. Enfin voilà, c'est beaucoup plus blog, look, un petit peu blogging. C'est le nouveau blog, finalement, Instagram. Et à Dubaï, on utilise plutôt quoi comme réseau pour les influenceurs, influenceuses? Les influenceurs, influenceuses utilisent surtout, en fait tout, puisqu'en fait c'est leur métier, il faut être partout. Faut être partout. Mais Instagram évidemment et Snapchat. Expliquez-nous alors, parce que cette semaine, il y a un hashtag qui... On va pas trop rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails scabreux. Le hashtag, c'est Dubaï Porta Potty. Libre à vous d'aller voir ce hashtag. Mais en gros, le sujet, c'est... Il y a beaucoup d'influenceuses, en sortant de leur émission de télé-réalité, vont s'installer à Dubaï pour plusieurs raisons dont vous allez nous parler. Et une fois sur place, il y aurait quelques déviances assez graves, et notamment concernant la prostitution de ces influenceuses. Oui, alors effectivement, tout le monde parle de ça en ce moment. Bon, je suis quand même assez surpris, parce que moi, c'est des faits que j'avais déjà relatés il y a 5 ans dans un livre qui avait fait scandale. Avant même que les influenceuses s'installent à Dubaï, de nombreuses influenceuses partaient là-bas, effectivement, pour, avec des gens fortunés, gagner beaucoup d'argent. Et ne pas payer d'impôts. Je vais vous citer. Ça, c'est nouveau. Je vais vous citer, Jérém, pas mal d'influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux à Dubaï sont en effet des escortes. Mais si elles veulent faire plus d'argent, elles doivent faire pas mal de choses. Les milliardaires les payent pour avoir des relations intimes avec des chiens et avec des chameaux aussi. Bon, on avait dit qu'on ne rentrait pas dans les détails scabreux, Guillaume, mais bon. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a là, vraiment, le milieu de l'influence a beaucoup changé aujourd'hui. Les influenceuses gagnent de l'argent avec, donc, les placements de produits, tout ça. Il y a quelques années, les placements de produits, ça n'existait pas. Donc, après une émission de télé-réalité, certaines candidates, on met bien évidemment pas tout le monde dans le même lot, certaines candidates de télé-réalité, tous les influenceurs et les influenceuses de Dubaï ne font pas ce genre de truc, évidemment. Voilà. Certaines candidates de télé-réalité ou certaines influenceuses, du coup, utilisaient leur passage à la télé pour augmenter leurs tarifs dans l'escorting et se faire payer beaucoup plus cher par des milliardaires, des gens qui avaient de l'argent, parce que ça les excitait de se taper une nana connue, parce qu'elle avait une valeur un peu plus haut de gamme, parce qu'elle était passée à la télé, tout ça. Ça donnait lieu à des dérives, chose que j'ai déjà dévoilée moi il y a 5 ans. Certaines partaient donc dans des pays, dont effectivement Dubaï. Et pourquoi Dubaï? Pourquoi c'est devenu la Mecque des influenceurs? Alors ça, au départ, j'en sais rien. Au départ, on savait que là-bas, il y avait moyen de gagner pas mal d'argent. Moi, j'avais interviewé dans l'émission... Défiscalisation, peut-être, oui. Non, à l'époque, c'était pas ça. Moi, j'avais interviewé à l'époque, dans l'émission de Thierry Ardisson, une jeune femme qui s'était retrouvée dans un guet-apens. On avait bien évidemment flouté son visage, tout ça, mais elle me racontait, elle s'est retrouvée dans un genre d'endroit un petit peu privé, vous voyez, où on lui a demandé, au départ, on lui faisait croire qu'elle allait faire un shooting photo et avoir une vie de rêve, avoir des vêtements, un train de vie dingue. Et finalement, elle s'est retrouvée à devoir faire des choses terribles. Oui, donc ça veut dire que toutes les candidates ne sont pas... elles ne sont pas toutes escortes à la base. Il y en a aussi qui se retrouvent dans des engrenages arrivés à Dubaï. Exactement. À Dubaï. Parce qu'en fait, je l'avais dénoncé aussi. Il y a une mère Macrel. Enfin, j'imagine que depuis le temps maintenant, c'est plus elle, mais il y avait une mère Macrel qui s'organisait pour recruter des filles, des nanas bankable notamment de télé, et qui les envoyait des fois un petit peu au casse-pipe. Et moi, comme je vous dis, j'ai rencontré rencontré l'une d'entre elles qui s'est retrouvée mélangée à tout ça et qui évidemment n'a pas accepté de faire ce qu'on lui demandait, mais comme on l'a dit, ça partait très loin. Il y avait des pratiques, un petit peu, alors des pratiques, scatophiles, on peut le dire, scatophiles, avec des gens puissants. Ok. Est-ce que ça veut dire que finalement, ce qu'on voit et ce qui fait rêver, c'est-à-dire ce monde ultra glamour de milliardaires, de jets, de luxe absolu, est-ce qu'il y a forcément un envers du décor? C'est ce que vous nous dites? Alors,
encore une fois, voilà. Mais pas nécessairement celui-là, pas nécessairement sexuel, vous voyez. Oui, tout le monde parle en ce moment de ce scandale. Encore une fois, il n'est pas nouveau et surtout, c'est terrible parce que des candidates de télé-réalité aujourd'hui, par exemple à l'écran, ont été utilisées en illustration de ces vidéos et force est de constater, et moi je le sais parce que je connais les personnes concernées, je sais qui ça donne à ce genre de pratique. Les personnes visées actuellement sur les réseaux sociaux ne sont pas ces personnes. Ce ne sont pas les bonnes. C'est très bien de le dire dans ce cas. Ce ne sont pas les bonnes. Voilà, on a des candidates qui sont prises en photo, qui sont mises et qui. C'est terrible parce qu'on croit que ce sont elles. Non, moi je sais qui c'est. Ce ne sont pas elles. Voilà. Donc ce qui nous amène à cette question du cyberharcèlement en fait, parce que ça veut dire que avec notamment les moyens de technologiques, vous pouvez faire croire que des gens font des choses qu'ils ne font pas, d'une part, et d'autre part, à partir du moment où vous êtes connu, ça devient un peu de la folie. Vous êtes pris dans une sorte de piège. Non, mais c'est terrible. Vous savez, moi, j'ai arrêté ce milieu de la télé-réalité pour m'orienter vers d'autres choses et j'ai créé des monstres. Enfin, voilà, il y a pas mal de jeunes qui me suivaient quand j'étais plus jeune et qui, eux, étaient alors que des enfants qui aujourd'hui sont devenus des blogueurs. Il y en a plein, hein, et c'est terrible parce qu'en fait, aujourd'hui, n'importe qui a la parole sur les réseaux sociaux et puis même si c'est faux, à partir du moment où une image, quelque chose est dit, quelque chose est balancé, c'est trop tard. C'est trop tard. Et on a pas mal d'influenceuses actuellement qui sont foutues dans ce bourbier et qui sont complètement harcelées, alors que même si on peut les aimer, les détester, qu'elles ont pu avoir un passé qui, pour certains, n'est pas glorieux, elles ne font pas partie de ces cas-là dont on parle actuellement. Et c'est vrai que le cyberharcèlement s'enchaîne parce qu'aujourd'hui, Internet est devenu une tribune, balance n'importe quoi sur n'importe qui de connu pour exister, et les gens ne savent plus le démêler le faux du vrai. Je vais vous dire, les gens, même parfois, ça leur fait plaisir de croire que leur influenceuse ou leur candidate détestée a fait ça. Ça leur fait plaisir. Moi, je les connais vraiment. Vous savez, j'ai rouvert il y a quelques jours un journal intime que j'avais perdu, où j'écrivais jour après jour pendant des années tout ce que je voyais dans le milieu de la télé-réalité. Il y a un côté poignant, il y a un côté terrible. Ouais. Vous avez dit, il y a parfois des suicides d'ailleurs. Vous allez sortir ce journal intime, vous allez le publier, ce journal intime ? Je sais pas, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de faire une chasse aux sorcières. Ouais. Donc méfiance, ne confondez pas la réalité et le virtuel. Merci, c'est votre message, Jérém Star. Merci infiniment. Et maintenant, on va parler auto. Restez avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, on parle auto. Les voitures électriques émettent-elles autant de particules fines que les voitures thermiques ? La réponse tout de suite sur Sud Radio. À la semaine prochaine.